Suivez Web Info TV, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros d'actualité. Ouvrons cette édition du journal à Goma. Après sa rencontre avec les nouveaux chefs de la MONUSCO, Corny Nanga, coordonnateur de l'AFSA en 23, s'est dit satisfait des points abordés au cours de la première rencontre avec James Swan, son hôte de marque. De quoi se sont-ils parlé? Élément de réponse dans cet extrait. Échanger avec une grosse personnalité de la MONUSCO. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet entretien? Nous avons effectivement eu le privilège de recevoir pour la première fois le nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, donc la MONUSCO, l'ambassadeur James Swan. Il était question de prise de contact, premièrement. Alors, son passage au niveau de Goma lui a permis de présenter des civilités aux autorités qui sont à Goma. Ce dont on a parlé, c'est ce qu'il faut surtout savoir, que l'AFC-M23 est un partenaire pour la paix. Et c'est surtout dans le cadre des processus en cours de négociation à Doha. Nous lui avons notamment parlé des difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, surtout de certains protocoles déjà adoptés, notamment la libération des prisonniers et le cessez-le-feu. En ce qui concerne justement le cessez-le-feu, ce que les autorités de l'AFC-M23 ont présenté à l'ambassadeur Swan, c'est aussi la demande de la requête express d'établir un pont aérien au titre humanitaire pour aider la population qui est sous des bombardements quotidiens au haut plateau et au moyen plateau, surtout particulièrement à Minembwe. Bien entendu, nous avons discuté sur d'autres questions pratiques pour lesquelles nous allons poursuivre des réflexions, d'autant que son séjour est il n'a pas encore quitté le sol de Goma. Nous poursuivons donc les travaux et nous pourrons vous dire les conclusions dès que possible. À Bunia, les forces armées de la République démocratique du Congo ont été à honorer. Ce vendredi, deux hauts responsables militaires ont été décorés pour leur engagement au service de la nation par une autorité religieuse à mission dans la province. Une reconnaissance symbolique dans un contexte sécuritaire toujours sensible à Nitori. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont été honorées ce vendredi à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour leur engagement sous les drapeaux au service de la nation. Cette reconnaissance s'inscrit dans la mission de l'archevêque Prima Jérémy Djondo, représentant légal de la confession religieuse CMS, en séjour dans la région. Au cours d'une cérémonie officielle, le commandant de la 32e région militaire de FARDC, le général-major Mushimba David, a reçu un diplôme de mérite et une médaille de patriotisme. Dans son intervention, l'archevêque a encouragé les forces de défense à poursuivre leur mission avec dévouement pour la protection de la population et la stabilité de l'Ituri. Mon général, votre parcours illustre la discipline, la loyauté et les sacrifices. Vous avez incarné au sens des forces armées de la République démocratique du Congo les valeurs de bravoure. À travers ces diplômes, nous voulons rappeler que la grandeur d'un pays se mesure aussi à la qualité de ses serviteurs. La cérémonie s'est poursuivie avec une autre distinction, celle du lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la réserve armée de la défense RAD. Il a été honoré pour son implication dans la sensibilisation et l'encadrement des initiatives en faveur de la paix et de la sécurité. Pour la mobilisation citoyenne, afin de contribuer pour la paix, la sécurité, la stabilité et la défense du pays que vous exercez à travers les RAD. Vous le méritez. Nous avions porté votre témoignage au niveau national et aujourd'hui ça a payé et voilà la preuve de votre... Cette reconnaissance vient renforcer la morale des militaires engagés sur le terrain à servir avec détermination, discipline et loyauté la défense de l'intégrité territoriale.
Des migrants afghans pourraient-ils être transférés vers la République démocratique du Congo? Ces anciens collaborateurs de l'armée américaine actuellement basés au Qatar pourraient être redirigés vers Kinshasa alors que Donald Trump affirme ne pas être informé de tels projets et aucune confirmation officielle n'a encore été donnée. Suivez cet élément pour en savoir plus. Un projet encore non confirmé agite les sphères politiques et humanitaires. Les États-Unis envisageraient de transférer des migrants afghans vers la République démocratique du Congo. Ces Afghans, anciens collaborateurs de l'armée américaine, durant les 2 décennies de présence en Afghanistan, avant les retours des talibans en 2021, vivent actuellement sur une base américaine au Qatar, dans l'attente d'une réinstallation. L'information révélée par PBS News a été relayée par Shao Van Diver, président de l'organisation afghane EVAC, engagée dans la défense et la relocalisation des réfugiés afghans. Selon lui, plusieurs membres du Congrès américain ont été informés sur cette éventualité. La réaction, une stupeur généralisée. Beaucoup sont choqués à l'idée que ces personnes qui se sont tenues à nos côtés et ont cru à l'idéal américain puissent être envoyés dans une zone de conflit comme la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Une prise de position qui souligne les inquiétudes sécuritaires et morales entourant ces possibles transferts. Sur le plan politique, Donald Trump, interrogé sur un éventuel déplacement de près de 1100 migrants vers Kinshasa, a affirmé ne pas être informé d'un tel projet. « Je ne suis pas au courant de ces informations, je vais devoir vérifier cela », a-t-il indiqué, laissant planer les doutes sur l'existence même de cette initiative. À ce stade, ni Washington ni les autorités congolaises n'ont confirmé officiellement ces informations. Mais la simple évocation de ces scénarios soulève déjà de nombreuses interrogations sur les responsabilités des États-Unis envers leurs anciens alliés afghans, ainsi que sur la capacité de la RDC à accueillir de tels flux migratoires dans un contexte sécuritaire fragile. Exploitation minière illégale en RDC, le ton se durcit au sommet de l'État. À Kinshasa, lors du dernier Conseil des ministres, le président Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé la prolifération des activités minières anarchiques dans plusieurs provinces, notamment à Ituri, au Bawele et au Maniema. Des pratiques jugées illégales et nuisibles à la souveraineté économique du pays. Des précisions dans cet extrait du compte rendu fait par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de renforcer la gouvernance minière, la lutte contre la fraude minière et l'exploitation illicite des minerais. Le président de la République est revenu avec la plus grande fermeté sur la nécessité de renforcer la gouvernance de notre secteur extractif et de mettre un terme définitif aux pratiques qui en compromettent gravement les retombées au profit de la nation. Il a été saisi des informations concordantes faisant état du développement préoccupant d'une exploitation minière anarchique et cavalière dans certaines parties du territoire national, notamment dans les territoires de Aru et des Mahagi en province de l'Ituri, ainsi que dans les provinces du Bas-Ouélé et du Maniema, menées en marge de tout cadre légal et réglementaire. Ces activités se caractérisent par des atteintes graves et inacceptables à la dignité humaine, à l'environnement et à l'autorité de l'État, notamment la profanation des sépultures avec exhumation des restes humains, la destruction des terres agricoles, la pollution des nappes aquifères par l'usage de substances toxiques telles que des cyanures, ainsi que des traitements dégradants et des arrestations arbitraires visant autorités coutumières et citoyens dénonciateurs. Au-delà de ces violations, il s'agit d'une véritable spoliation organisée de nos ressources naturelles, opérée à grande échelle au moyen d'engins lourds pour l'extraction de l'or et d'autres minerais stratégiques pour des valeurs se chiffrant en milliards de dollars annuels, sans bénéfice pour les trésors publics ni pour les communautés locales. Pour le président de la République, cette situation est inacceptable, tant qu'elle porte atteinte à notre souveraineté économique, compromet la soutenabilité de notre environnement et fragilise la cohésion sociale dans les zones concernées. Elle doit donc cesser immédiatement. Il a tenu à cet égard
a salué l'initiative du ministre de Mines qui a déjà mis en place une commission mixte associant les autorités provinciales, l'administration minière ainsi que les forces de défense et de sécurité en vue d'identifier les responsabilités des proposés des mesures correctives appropriées. Afin de renforcer cette dynamique et d'assurer une réponse à la hauteur des enjeux, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, la ministre de l'Environnement, de se joindre pleinement aux efforts du ministre de Mines en vue de la mise en place d'un dispositif opérationnel et coercitif de lutte contre l'exploitation minière illicite. Ce dispositif devra intégrer la saisie systématique des engins utilisés dans ces exploitations illégales, la traçabilité et la sécurisation des sites concernés, l'identification, la poursuite judiciaire et la sanction, sans complaisance, de tous les auteurs, co-auteurs, complices et de leurs réseaux de soutien, ainsi que la redistribution, dans un cadre légal et transparent, des équipements saisis au profit des structures congolaises qualifiées engagés dans une exploitation responsable et conforme aux normes environnementales et sociales. Par ailleurs, le ministre de Mines a été invité à soumettre dans les meilleurs délais des propositions concrètes visant à doter l'inspection générale de Mines de moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement efficace de sa mission. En politique, le débat sur une éventuelle révision constitutionnelle prend une tournure plus musclée. Lors d'un meeting tenu vendredi à Kinshasa, l'opposant Jean-Marc Kabound hausse le ton et rejette catégoriquement tout projet de modification de la loi fondamentale, allant jusqu'à évoquer une transition vers une 4e république. Plus l'explication de cet élément. La sortie médiatique de Jean-Claude Tshilumba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, l'opposant congolais Jean-Marc Kabound a réagi vigoureusement au projet de changement de la Constitution appuyé par le vice-président de l'Assemblée nationale à la Radio France Internationale. Lors d'un meeting à l'occasion du 4e anniversaire de son parti Alliance pour les changements, l'ancien bras droit du président Félix Tshisekedi a fait savoir qu'il n'y aura ni révision de la Constitution, ni changement tel que l'envisage l'Union sacrée. Il n'y aura pas de révision de la Constitution, c'est constitutionnel, mais la Constitution fixe les cadres et dans les contextes actuels de la RDC, ils ne peuvent pas le faire. Ceux qui parlent du changement de la Constitution, il n'est pas prévu dans la Constitution et on ne peut même pas en parler et je vous assure qu'ils ne vont pas le faire, a rassuré les présidents de l'Alliance pour les changements. Après avoir dressé un tableau sombre de la situation socio-économique en République démocratique du Congo, l'ancien cacique de l'IDPS a lancé un avertissement au régime en place s'il s'obstine à bâtir en brèche la Constitution du 18 février 2006. S'ils persistent dans leur projet, ils ne vont pas le faire. Ils verront comment nous allons entrer à la 4e République sans eux, a-t-il alerté avant d'asséner. Félix Tshisekedi, il a intérêt de sortir par la grande porte. Je ne dis que la vérité. J'ai dit à Félix Tshisekedi ceci. Il est le seul président que ce pays a connu. Il est tel qu'il est là. Peut-être qu'il aura la chance de sortir par la grande porte. C'est à lui de choisir au regard du sort de ses prédécesseurs. Pour rappel, Félix Tshisekedi ne s'est toujours pas prononcé sur les changements de la Constitution, sujet sur lesquels ne cesse de pérorer ses militants. L'opposition, quant à elle, maintient une position claire. Pas question de changement de la Constitution ni d'un 3e mandat. Au Sud Kivu, les députés provinciaux sont convoqués le 28 avril prochain en plénière pour examiner la motion de censure contre le gouverneur Jean-Jacques Poroussi. Accusation de mauvaise gestion, climat sécuritaire fragile, cette séance pourrait faire basculer l'équilibre politique de la province. À Uvira, le climat politique demeure tendu. Dans un communiqué officiel publié le 24 avril 2026, le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu convoque les députés provinciaux à une séance plénière prévue le mardi 28 avril à 10h au siège provisoire de Kamvivira. Au cœur de cette session, l'examen d'une motion de censure visant le gouverneur Jean-Jacques Poroussi Sadiki et son gouvernement, une initiative susceptible de provoquer un tournant politique majeur dans la province. Selon l'ordre du jour, les élus devront d'abord adopter l'agenda de la séance avant de procéder à l'audition, puis au débat autour de cette motion
introduites par les députés dans le cadre de leur mission de contrôle de l'exécutif provincial. Il convient de rappeler que cette motion est portée par Karoume Baïguéchon, député provincial élu du territoire des Mwenga et membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. D'après plusieurs sources concordantes, il a déjà recueilli 18 signatures traduisant une contestation notable au sein de l'organe législatif. D'après plusieurs sources concordantes, il a déjà recueilli 18 signatures traduisant une contestation notable au sein de l'organe législatif. Les initiateurs accusent le gouverneur de mauvaise gestion administrative, d'opacité financière et de détournement présumé des fonds publics, des griefs qui alimentent un débat de plus en plus vif dans la province. Cette démarche intervient dans un contexte particulièrement sensible. En raison de l'insécurité persistante dans certaines zones du Sud Kivu, les institutions provinciales fonctionnent actuellement depuis Uvira. Dans une province déjà fragilisée par des défis sécuritaires et humanitaires, cette séquence politique sera scrutée de près, tant pour ses implications institutionnelles que pour ses répercussions sur la gouvernance locale. Enfin, Mondial 2026, bonne nouvelle pour le supporter des léopards de la République démocratique du Congo. La FIFA ouvre un accès spécial à la billetterie pour le fan congolais via la FECOFA. À la clé, 500 000 places réservées pour le premier match de la RDC face au Portugal, prévu le 17 juin. Les détails dans cet extrait du Conseil des ministres avec Patrick Mouyaya. Au nom du ministre de Sport en mission, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. À cet effet, les grandes lignes du calendrier des préparatifs techniques et protocolaires ont été évoquées et les lieux ainsi que les équipes choisies pour les matchs apicaux ont été identifiés. Revenant sur les inquiétudes liées à l'indisponibilité de billets ou sur le coût élevé de ces tickets d'accès proposés par les revendeurs, elle a précisé que la FIFA a ouvert un accès sur son portail de vente à la RDC à travers le portail de la Fédération congolaise de football association. Pour notre premier match de groupe face au Portugal, prévu le 17 juin 2026 à Houston, au Texas, près de 5000 billets ont été mis à la disposition de supporters congolais. Les conditions et précisions pour l'achat de ces tickets au grand public seront communiquées sur le portail de la FECOFA. Sur un autre volet, la ministre de la Culture a, au nom du ministre de Sport, salué la synergie qui se dégage entre son ministère, celui de la Culture, de la Communication ainsi que du Tourisme. Cette entente vise une meilleure présentation de notre pays sous plusieurs aspects et divers secteurs au cours de la Coupe du Monde 2026. Enfin, au sujet du déplacement de supporters et animateurs, elle a fait le point de la réunion tenue par le ministère de Sport en présence de la vice-ministre des Affaires étrangères avec les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du Canada. Mesdames et messieurs, c'est par cette bonne nouvelle de la FIFA que nous clôturons cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous prochaine édition.